à cette rencontre donc, pour rendre hommage à James Baldwin. Donc, on va le faire en compagnie de Samuel Légitimus du collectif James Baldwin, de Dany Laferrière, écrivain de l'Académie française, de Yaa Gyasi, romancière américaine, et de Liliane Kerjean, donc universitaire et spécialiste de la littérature américaine. Alors, il y a bientôt 31 ans disparaissait James Baldwin. Donc, on le sait, il a écrit des romans, des nouvelles, des essais, de la poésie, du théâtre. Il est né à Harlem en 1924 et il est mort le 1er décembre 1987 en France, à Saint-Paul-de-Vence. Pourtant, malgré sa présence en France et le fait qu'il y soit mort, la force de son œuvre avait un peu disparu ces dernières années, et je pense qu'on peut dire que c'est grâce au film de Raoul Peck qu'il est revenu sur le devant de la scène, et entraînant ainsi dans son flot plusieurs rééditions, même si bien entendu il y a toujours eu des libraires, des éditeurs et bien entendu des passionnés pour faire vivre sa mémoire en France. Je voulais parler de son premier roman, La Conversion, qui nous montre bien que Baldwin était avant tout une voix. Et je pense que c'est vraiment ce qui est ressorti des articles qui ont été écrits à l'occasion des rééditions. Baldwin est une voix qui est, de manière assez troublante, très contemporaine. Il nous parle, et il parle à notre époque. Et donc c'est ainsi que je vais commencer par vous poser cette question assez intime, puisque j'ai pensé qu'on faisait plutôt une rencontre où on allait parler de passion. Quelle est pour chacun de vous, comment s'est passée votre rencontre avec James Baldwin, dans quelles circonstances, avec quel texte et quelle émotion? Donc je voudrais commencer avec vous, Dany Laferrière. Excusez-moi. Hein. Non, il n'y a pas de problème, merci. Comment ça s'est passé? Oh là. Bon, Baldwin, c'est un nom bien connu, et on repousse toujours, pour certains, la lecture de Baldwin parce qu'il est de ces écrivains dont la personnalité impose, disons, dans le monde des Haïtiens, des Noirs américains, et au point qu'on a l'impression de l'avoir lu. Et par exemple, la prochaine fois, Le Feu. Next Time Fire. Et à un moment donné, je ne sais pas comment, par quel hasard, j'étais dans cette petite chambre à Montréal et je suis tombé sur Nobody Knows My Name. Personne ne sait mon nom. Et j'ai eu un choc extraordinaire. Et un choc étrange, parce que c'est comme si j'avais pensé comme un jeune Américain blanc de New York qui est en train de lire un jeune noir de Harlem. Baldwin, d'ailleurs, a un texte magnifique sur lui-même et Norman Mailer là-dessus. Je crois que c'est le jeune noir regarde le jeune blanc. C'est-à-dire, j'avais tous les clichés. J'étais impressionné par son intelligence. Il n'y avait aucune raison. Le type, il est intelligent parce qu'il a beaucoup lu, parce qu'il a beaucoup regardé le monde de sa manière particulière. Il y a son histoire personnelle, ses expériences. Enfin, tout ça est mis dans la marmite et donne l'esprit de Baldwin. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais étonné de ce texte sur André Gide et l'homosexualité de Gide. C'est ça qui m'avait le plus frappé. J'avais jamais rien lu de pareil sur l'homosexualité. J'avais jamais lu aucun homosexuel qui a dit que le drame de l'homosexuel, c'est la femme. C'est la femme. Il parlait de Gide et de ce rapport avec sa femme. Les lettres de rupture, le fait que la femme de Gide avait brûlé toutes les lettres de Gide. Il parlait des rodomontades de Hollywood, du fait qu'il y avait de plus en plus d'acteurs avec des gros muscles, avec des biceps, et que tout cela avait des conséquences désastreuses sur la psychologie d'un jeune noir qui serait homosexuel à Harlem. Quelque chose de ce genre. Il parlait surtout de cette chose étrange que dans les années 50, qu'un noir qui soit homosexuel, c'est-à-dire quelqu'un qui aime quelqu'un de son sexe tout simplement, ne puisse trouver quelqu'un dans son travail à qui il pourrait dire « je vous aime parce que si l'autre n'est pas homosexuel, il faut qu'il quitte le travail tout de suite ». Donc il est obligé de descendre, dit-il, dans les bas-fonds, c'est-à-dire de ramener tout au sexe, d'où le mot homosexuel. Le mot sexe est très fort là-dedans. Moi, je ne suis pas homosexuel, je fais un coming out, mais j'étais étonné parce que dans toutes les matières, dans toutes les postures, les manières, quand on entend les gens parler, ils défendent toujours leur boutique.
qu'un homosexuel puisse dire que le drame de l'homosexuel, c'est l'absence de la femme, ça m'avait frappé. Et je me suis dit, je suis en présence d'un esprit extrêmement aiguisé et je devais le lire plus attentivement. C'est un tigre qui observe sa proie et c'était moi la proie. Yagiezi, pour vous? I first encountered James Baldwin in college. A teacher assigned the short story Sonny's Blues, and it's still one of my favorite short stories. I recommend all of you find it and read it. But in the story, the story talks about a man and his brother, Sonny, and Sonny has had some difficulties with drugs and imprisonment, and the generosity with which Baldwin writes about Sonny and writes about this sibling relationship, which is a relationship that I didn't often see in fiction, really deeply moved me. And to this day, I reread that story every few years, and it still makes me cry every time. And because I loved it so much, I decided to seek out other books, other things that Baldwin had written. And the thing that I read next was Go Tell It on the Mountain, his first novel. And I had, yeah. Alors, ma première rencontre avec Baldwin, c'était à l'université, lorsque un de mes professeurs nous a demandé de lire la nouvelle Sonny's Blues, donc le blues de Sonny. Donc c'était la première nouvelle et le premier écrit de Baldwin que je lisais, et c'est absolument merveilleux, je vous le recommande. C'est l'histoire d'un homme et de son fils, Sonny. Sonny qui a des soucis de drogue, qui a été en prison. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est la générosité avec laquelle Baldwin décrit ce personnage de Sonny, ainsi que la relation entre ces deux personnages. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, et c'est d'ailleurs un écrit que je relis assez régulièrement, et à chaque fois j'ai cette même émotion et je pleure tellement c'est émouvant. Et donc ça m'a tellement plu que ça m'a poussée à chercher d'autres œuvres de Baldwin, et donc j'ai lu son premier roman, La Conversion. Yeah, and the thing about Go Tell It on the Mountain for me was I grew up Pentecostal and grew up in the South, and so religion was very important to me as a child, but I had never seen Pentecostalism written about in fiction, and so here was a book written by a man, Baldwin, who himself used to be a preacher, that was just filled with you know, the story of this religion that I had grown up in. And it made me start to wonder, I guess, from a writerly standpoint, ways that we might represent belief or wrestling with belief, because I think Baldwin does that brilliantly. You have all of these characters who aren't quite sure how they feel about God, and yet they're wrestling with that on the page, and it was a really beautiful, beautiful book. Et donc, pour en revenir à La Conversion, c'est un livre qui parle du pentecôtisme, et il se trouve que j'ai grandi pentecôtiste dans le sud des États-Unis, et donc la religion a été quelque chose de très important pendant mon enfance. Mais je n'avais encore jamais lu dans une fiction quelque chose qui parlait du pentecôtisme. Or, Baldwin a prêché pendant un certain temps, et c'était très intéressant de voir en quelque sorte l'histoire de mon enfance écrite sur une page. Et d'un point de vue purement d'écriture, la façon dont il raconte la croyance, le fait de croire, les doutes qu'on peut avoir quand on est croyant, c'est absolument remarquable. On voit des personnages qui se battent avec ces doutes qu'ils ont vis-à-vis de Dieu, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et pour vous, Samuel Legitimus? Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de voir une salle remplie comme ça. Surtout pour Baldwin, parce qu'il y a encore 25 ans, on était plutôt seul. Quand on aimait Baldwin, on était plutôt seul. Et voir comme ça que Baldwin peut rameuter des foules aujourd'hui, évidemment, je bois du petit lait. Mais bon, voilà. Moi,
Ma rencontre avec Baldwin, elle est simple. Je suis un jeune acteur, issu de la promotion d'une école prestigieuse, l'école de Jérôme Savary, première promotion. 2 ans de travail acharné sur Shakespeare, Tchekhov, Molière, de chant, de danse. Et à la sortie de l'école, je suis jeune, j'ai toujours pensé que le monde était ouvert à qui le voulait. Et donc, moi, je pensais que le monde m'était ouvert. J'étais un passionné d'art. Et finalement, en l'espace de quelques mois, mais vraiment quelques mois, au cours de castings divers, au cours de rencontres, on m'a expliqué nettement que je n'aurais pas le choix des rôles, que je serais contraint d'accepter des rôles subalternes, alors que moi, je me voyais dans les meilleurs rôles. Et on me faisait prendre des accents que je ne connaissais pas. J'étais comme la vache de la vache qui rit, jamais assez noire, jamais assez métisse, jamais assez grand. Voilà. Et à un moment donné, je me suis fait attention à toi, Samuel, ta passion, ton art va commencer à être sali. Sali parce que ce n'est pas les conditions dans lesquelles je voulais faire mon œuvre. Donc, ce que j'ai préféré faire, au lieu de tomber dans une amertume ou une colère, c'est de m'arrêter pour réfléchir à ma situation de jeune artiste noir en France, de jeune artiste noir en Occident. Et donc, j'ai essayé de partir à la recherche de témoins, de gens qui pouvaient me donner de quoi survivre dans ce monde de l'art. J'ai tout lu, j'ai lu beaucoup d'auteurs noirs, beaucoup d'auteurs, et celui qui m'a paru vraiment le plus judicieux par rapport à la condition dans laquelle j'étais, de jeune noir qui en veut, qui veut s'inscrire dans ce monde de l'art, ça a été James Baldwin. Je ne le connaissais pas avant. Mais quand j'ai commencé à lire sa première pièce qu'il a écrite chez nous lors de son premier séjour à Paris de 48 à 57, The Amen Corner, le conflit du jeune David dans la pièce était exactement le conflit dans lequel j'étais. Ce jeune pianiste de jazz pris entre sa mère qui est prédicatrice et qui interdit tout art, toute lecture de BD, la musique, etc., et son père joueur de blues qui, lui, il dit oui à la vie et avec ses défauts, etc. Et ce jeune David qui doit choisir un camp ou l'autre. La morale de cette histoire, c'est tu n'as pas à choisir ton camp. Samuel, tu dois englober tout. Et essayer de témoigner de ce qu'ont dit les autres avant toi et faire ta propre route. Et donc, quand j'ai lu Baldwin avec The Amen Corner, traduit entre parenthèses par une grande, Your Sonar, je me suis dit, mais c'est qui cet auteur noir traduit par une académicienne blanche? Et j'ai commencé à aller à la recherche de ses livres. Mais à l'époque, on n'en trouvait pas. Il a fallu que j'aille dans les boutiques de seconde main, etc. Et je me suis commencé à lire tout et à dire, oh là là, cet homme-là est un génie. Cet homme-là, il est puissant. Cet homme-là peut nous ouvrir des portes. Et j'ai parlé avec des universitaires pour leur demander, est-ce que vous connaissez Baldwin? Est-ce que vous pensez qu'il est important? Tout le monde m'a dit, mais c'est un génie. Mais en plus, par rapport à 93, l'époque où on vivait, c'était l'époque, le Front National, etc. Sa pensée, elle est vive, elle est combative. Et donc, je n'ai pas compris cet auteur qui était mort chez moi 5 ans auparavant, qu'à 26 ans, je n'avais jamais rencontré, pourquoi il était là, oublié. Alors, tout de suite, je me suis dit, il faut faire un truc. J'ai fondé un collectif pour essayer de rassembler tout ce qu'on pouvait sur Baldwin et pouvoir relancer Baldwin dans la conversation. Alors, je me tourne vers vous, Liliane Kerjean, du coup, puisque l'université a été clairement mise en accusation. Il se trouve que j'étais en poste à San Diego, en Californie, et que Baldwin était un des invités de l'université de San Diego. Et donc, ça m'a tout de suite intriguée, pourquoi il était là et qu'est-ce qu'il avait écrit. Et à l'époque, j'étais particulièrement attentive aux droits civiques, et donc à toute cette effervescence. Et au fond, on peut dire que Baldwin a été un des précurseurs, un fervent et un ferment des droits civiques.
parce qu'il était intervenu non seulement à Berkeley, à San Diego, bien entendu, mais au fond, il était itinérant dans le Sud, et il était à Atlanta, il était à la Grande Marche de Washington, et donc je me suis dit, voilà un militant qui, en plus, écrit remarquablement, s'intéresse à la société, fait la part des choses. Il n'était pas sectaire, il était enthousiaste, il soutenait son combat, et tout de suite, cet homme-là m'a fascinée. Et il m'a fascinée d'autant plus qu'il était tolérant, qu'il était ouvert. Il dit lui-même que lorsqu'il était enfant ou ado, plus exactement à Harlem, il a été un peu sorti de son milieu familial difficile par une jeune institutrice. Et qui l'amenait au théâtre, qui lui prêtait des livres, qui lui parlait de pays étrangers. Donc cette ouverture d'esprit, le fait qu'il était sur 2 continents, comme lui-même se dit, je suis un commutaire, enfin un vagabond transatlantique, ce qu'il a fait à partir de l'âge de 24 ans entre Harlem, sa famille, les universités, les grands combats américains, et puis sa maison de Saint-Paul-de-Vence, les intellectuels à Paris. Je trouvais que c'était un esprit comparatiste, c'était un esprit universel, et qu'il apportait une vision extrêmement réfléchie, extrêmement pointue des problèmes de société, des rapports de race, des rapports de sexe, et puis cette rage qu'il avait de convaincre tout en étant bienveillant, tout en étant très familier, très chaleureux avec les uns et les autres, très proche des grands leaders comme Martin Luther King, etc. Donc cet homme-là m'a fascinée parce qu'il était partout à la fois, et cette ubiquité, cette chaleur, cette générosité était inouïe pour moi. Alors, il y a 2 mots qui ont été prononcés dans vos interventions, c'est le mot quête et le mot colère. Et je voudrais qu'on commence par l'enfance de James Baldwin, et son œuvre en fait, qui peut être considérée comme une quête. Il a grandi dans un milieu marqué par la violence de son père et celle de la police américaine, donc Harlem, comme on l'a dit. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à ce milieu qu'il a écrit, et aussi que finalement sa quête, est-ce qu'on peut la résumer comme une manière de chercher qui il est, mais sans trahir les siens? Parce qu'il y a toujours chez lui une colère qui est, comme vous l'avez dit, balancée par autre chose. Alors là, vous êtes libre de prendre la parole selon vos inspirations. En fait, Jimmy, dans Harlem, Jimmy est né d'une famille nombreuse, fils illégitime. C'est un homme qui n'a jamais connu son père naturel, qui le découvrira à 17 ans, mais néanmoins qui respecte ce père, qui les nourrit, qui leur assure une sécurité, mais un père qui, lui, a fait des enfants un peu trop vieux. Il devait avoir 50 et quelques années quand il a commencé à faire les enfants, les 7 ou 8 enfants qu'il aura. Et cet homme-là a eu une vie avant, une vie dans le Sud. Il a même eu une famille dans le Sud qu'il a abandonnée. Et cet homme qui a une certaine gloire dans le Sud en tant que prédicateur se trouve, à cause de la grande migration des Noirs vers le nord des années 1915-1920, pris dans Harlem, où il n'est plus rien, où il est un petit ouvrier d'usine, qui n'a pas de quoi faire survivre une famille, et pourtant elle est nombreuse, qui a une colère envers le patron, mais qu'il ne peut pas développer contre le patron et va développer contre les siens. Un père qui va devenir paranoïaque, qui va finir dans un asile, et un enfant, Baldwin, qui, lui, est enfermé dans un territoire, Harlem, dans lequel il n'a absolument pas le droit de sortir. Comme il le disait, Baldwin, j'étais quasiment dans un territoire occupé, mais quasiment dans un camp. C'est ça le problème, c'est que Baldwin, il a dû complètement essayer, dans sa littérature et dans sa quête, de comprendre pourquoi. Pourquoi cet enfermement? Pourquoi cette folie de son père? D'où cela vient? Il se sentait américain, il se sentait intelligent, il se sentait surtout aimant, mais au fur et à mesure qu'il grandissait, il sentait des tas d'interdits qui lui étaient faits. Et donc, Baldwin
quand il est parti de Harlem pour devenir un écrivain, une intelligence où il comprenait que sa passion était d'écrire, il a dû se battre pour s'imposer. Il a dû se battre pour essayer de montrer ce dont il était capable. Au départ, il ne voulait pas parler spécifiquement de culture noire. Il voulait parler de fiction. Il voulait parler de ce qui l'intéressait. Et une des gloires de Baldwin, c'est de s'être vite rendu compte qu'il ne pouvait pas être libre au départ de ce projet. Parce qu'il avait d'abord une première clé, c'était de se comprendre lui-même et de comprendre le monde dans lequel il venait. Et il l'a fui, cette clé, parce que le fait d'être noir, américain, c'est lourd, plus le fait qu'il faut qu'il décode ses parents, d'où ils viennent, c'est quoi leur histoire. C'était trop lourd pour le jeune Baldwin. Donc il a passé quelques années à se fuir en tant que noir, et c'est ça l'important, il le souligne. Je me suis fui en tant que noir. Et c'est à Paris, c'est chez nous, dans ce silence et dans cet éloignement de son pays, qu'il a pu enfin se réfléchir, revenir à son enfance, revenir à lui-même et se rendre compte qu'il venait d'une histoire honorable et d'une histoire qui lui était niée, lui et ses parents. Et à partir du moment où il s'est réinvesti toute cette histoire, il a pu l'inscrire dans ce premier roman, qui est magnifique, Go Tell It on the Mountain, la conversion, qui est la clé qui va lui ouvrir tout le futur. Alors justement, je me disais, Yazi, vous en tant qu'auteur afro-américaine, nord-américaine, est-ce que ça vous parle, du coup, ces difficultés, on va dire, ce dilemme de Baldwin? Yeah, I mean, I think I'm going to mess up the quote, but Baldwin said something along the lines of to be black and to be relatively conscious in America is to be in a constant state of rage. And that, I think, has been something that I think about often, and I think that continues to be true for many Americans. It's important to remember that Baldwin was a product of the Great Migration. So his family, as you pointed out, had come up from the South to the North because the South was so unlivable. It was, in fact, a place that where you could be killed for nothing. And so these generations of people fled as though they were refugees from one part of the same nation to another part of the nation to try to get a better life. And once they arrived in these cities that took them in, places such as Harlem, they found that, you know, perhaps they weren't killed in the same way, but very little had changed. They were still considered, you know, an undercaste, an underclass. And so that rage, that understanding that your own nation does not accept you and that there's no place in which you can be safe in that nation, I think is something that Baldwin deals with in all of his work, and something I think that has been a legacy of many of the Black writers in America today. Alors, la citation n'est pas forcément tout à fait exacte, mais Baldwin a dit être noir et être à peu près conscient de ce que c'est que d'être américain veut dire nécessairement être constamment en colère. Et je crois que c'est encore quelque chose qui est très vrai aujourd'hui. Il faut bien comprendre que Baldwin est le produit des grandes migrations. Donc toutes ces personnes qui ont quitté le sud des États-Unis pour rejoindre le nord, tout simplement parce que le sud était totalement invivable et où, lorsqu'on était noir, on pouvait être tué sans aucune raison. Et donc, vous avez des générations entières qui ont fui comme des réfugiés pour passer d'une partie d'une nation à une autre partie de cette même nation. Et lorsqu'ils sont arrivés dans ces villes qui les ont accueillis, comme Harlem, ils se sont rendus compte que peut-être qu'on ne les tuait plus tout à fait de la même façon, mais que rien n'avait réellement changé et qu'il restait toujours une sous-classe. Et donc la colère est restée. Comprendre que sa propre nation ne nous accepte pas et que nulle part est un lieu où l'on est en totale sécurité est quelque chose qui nécessairement fait survenir la colère. Et donc Baldwin parle de ce sujet dans toutes ses œuvres et c'est un héritage qui reste et qui nous vient de beaucoup d'écrivains noirs aujourd'hui encore.
peut-être une petite période de transition après ce que vous avez évoqué de son enfance. Au sortir du lycée où il fait de bonnes études, où il est reconnu par ses pairs et par ses profs, il décide de quitter la maison et donc il se met à trouver des petits boulots à Greenwich. Et au fond, ces quelques années à Greenwich vont être considérables dans la mesure où il prend conscience que d'une part, il a du talent et qu'on l'écoute en société, qu'il a du charme, qu'il a du bagou et qu'il a des théories et que finalement tout le monde se met autour de lui. Naturellement, il est simplement serveur dans un petit restaurant, mais au sortir du restaurant, il y a toute une bohème, une sorte d'intelligentsia qui se retrouve. Il va voir là-bas Harry Belafonte, Marlon Brando, et tous ces gens qui viennent par le biais prendre un verre le soir. Et finalement, ça lui ferait prendre conscience qu'il vaut mieux que ce que son père lui avait laissé penser. Il ne veut plus de cette famille étouffante avec ses nombreux frères et sœurs. Il adore toujours sa mère, mais une fois qu'il pense qu'il peut avoir une sorte d'autonomie par le verbe, par l'écriture, il a commencé à écrire quand il avait 12 ans, il écrivait dans les revues du collège, etc. Au fond, ça l'aide aussi à prendre cette décision cruciale de je pars, je ne veux pas que ma mère soit déçue. Et je ne peux pas me prolonger comme serveur de café, ça ne va nulle part. Et donc, je pars. On entendait tout à l'heure Samuel Légitimus et donc vous, Liliane Kerjean, raconter comment chez Baldwin, l'exil en France a été un déclencheur, a été salvateur. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous parle personnellement, Dany Laferrière, ayant vous-même créé l'essentiel de votre œuvre ou pas? Vous pouvez me dire non. Je vous vois. Vous savez, les questions de biographie, ce sont des entrées nombreuses. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On peut faire de grandes enjambées dans l'histoire d'un individu, mais rien ne nous permet d'écrire qu'écrire. Et ce temps-là, on ne peut pas le sauter, on ne peut pas sautiller autour. C'est le temps qu'on prend assis longuement pour tenter de devenir un écrivain. On ne peut pas regarder par la fenêtre tout le temps, on ne peut pas se lever, aller faire le café, on ne peut pas tout le temps appeler au téléphone un ami. On voudrait bien éviter cette chaise, cette chambre de torture, mais il faut s'asseoir là. Et ce temps-là, il est très difficile d'en faire un discours. C'est le résultat seulement qui va nous dire. Deux poètes en France ont connu des vies complètement différentes, ils ont vécu ensemble. C'est Charles d'Orléans et François Villon. Villon est un pleurnichard. Il raconte quelques mois de prison. Il en fait une œuvre extraordinaire qui a traversé les siècles. François Villon, c'est le contraire. Il a passé près de 25 ans en prison. Il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. Cette biographie, cette partie, Villon, on se demande même que s'il ne faut pas un peu moins que plus pour faire une œuvre. Parce que souvent, les gens dans la rue me disent « Ah, monsieur Laferrière, ma vie est un roman, j'ai connu que des misères, des malheurs. Même ma mère est morte avant moi, avant ma naissance. » Donc, et ça ne fait pas écrire. Ce qui fait écrire, c'est écrire. C'est écrire. Et aussi, ce sont des choses extrêmement stratégiques, lucides, claires, et qui n'ont rien à voir avec la morale. J'étais à Port-au-Prince pendant le tremblement de terre. Et j'ai un neveu qui voudrait écrire, à qui j'ai dédié un de mes livres, L'énigme du retour. Alors, je le vois, il s'avance vers moi. Le lendemain du tremblement de terre, il me prend par le bras et m'emmène dans un coin. Il a 18 ans et il fait un deal avec moi. Il dit, toi, tu dois parler de la dictature. Moi, du tremblement de terre. Ton temps est fini, mon temps commence. Les gens sont en train de mourir, hein. On a des bilans de 200 000 morts et le mec est en train de faire un marchandage. Il veut sa part d'écriture. Et qu'est-ce qu'il va raconter dans son livre? Il va raconter les drames, il va raconter sa grand-mère, c'est-à-dire ma mère, qui a eu des problèmes, qu'on a dû mettre tout le monde dehors. Il va raconter, et qu'est-ce qu'on va se rappeler? On va se rappeler des drames qu'il a racontés. Mais en fait, le mec fait un deal. En fait, il discute d'écriture en ce moment. Avant de raconter, avant de devenir un écrivain important, je ne sais pas quoi, il y a ce moment-là. Donc, Baldwin a dû faire ce deal avec lui-même. Est-ce que je suis meilleur dans la colère que dans la joie?
il y a dans son œuvre ces cris aigus et cette façon d'écrire où il monte la voix très haut avec des sons très aigus qui rappellent les prêches des pasteurs. La façon Seulement, il retient, il y a une tension qui est tout simplement son esprit analytique. Il est très sûr de son intelligence. Il a l'impression qu'il peut démontrer n'importe quoi. Vous avez bien raconté cela, comment il épatait ses amis dans ce... Et maintenant, il lui faut un sujet, un bon sujet. Un sujet qui touche les gens, un sujet qui le touche lui aussi, et aussi ne pas perdre cette capacité qu'il a en observant ses pasteurs. Il a lui-même été prêché, comme l'a dit Légitimus tout à l'heure, et de ne pas perdre cette capacité de monter la voix artificiellement. Si vous croyez que les pasteurs, quand ils montent la voix, ils sont sérieux, vous vous trompez. C'est un art oratoire et qui touche. Et le public doit faire semblant d'être touché. C'est pour ça qu'ils chantent, ils dansent, ils disent Amen. C'est un art extrêmement codé. On sait quand dire Amen, quand hocher la tête. Si vous avez remarqué une messe, c'est yes, yes. Ce sont des choses extrêmement codées, comme à Nouilles, ou un de ses écrivains, je crois que c'est un dramaturge français qui écrivait en marge de ses pièces de théâtre, mettons 10 secondes de rire, là 12 secondes. C'est extrêmement codé. L'œuvre de Baldwin est aussi codée dans l'écriture. Il est aussi codé. Sa force, c'est qu'à un moment donné, quand même, Légitimus l'a dit, il a senti que ce n'était plus un sujet, et qu'il en était le sujet. Le sujet. À partir de ce moment-là, il a touché à l'émotion et puis il est rentré dans son tableau. C'est un peintre qui est rentré dans le tableau. Quand vous l'avez bien dit, quand il est allé marcher à côté de Martin Luther King. Mais Baldwin aurait pu continuer Giovanni's Room. Il aurait pu prendre la militance de l'homosexualité parce que l'homosexualité est plus universelle qu'être noir. C'est-à-dire qu'il pourrait trouver des écrivains anglais, français, italiens, et il aurait circulé. C'est un ghetto plus universel que le ghetto noir, qui est plus circonscrit dans un lieu donné. L'homosexualité, c'est un ghetto qui circule un peu partout. Ça lui aurait fait beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui l'auraient soutenu un peu partout. Mais je pense quand même que son histoire personnelle, ce qu'il a vécu à Harlem, il a trouvé que c'était une matière qui pouvait vraiment s'accorder avec son intelligence aiguë. Alors justement, on entendait tout à l'heure, quand vous abordez les différentes parties de sa vie et les différentes parties de ses romans, on retrouve en fait des moments communs. Comme si, chez Baldwin, la vie et la fiction s'étaient toujours mêlées et que les limites qui séparaient le roman ou l'essai n'étaient pas si claires. C'est quelque chose que je trouve assez inspirant aujourd'hui, où on fait beaucoup de catégories et où on peut se retrouver à ne pas prendre certains livres dans des prix parce qu'ils ne répondent pas à ce qu'on imagine être un roman. Est-ce que, en tant qu'écrivain, en tant que lecteur, c'est quelque chose qui vous donne envie de le lire ? Peut-être Yagyesi, pour commencer, vous qui écrivez. Yes, I think it's something that would make me want to read Baldwin. I think he's a writer who's interested in kind of the multiplicity of being, you know, the multiplicity of our identities. It wasn't just that he had to be either or. He had to be either black or homosexual. He understood that he was both things, and so he could write about everything at once. And I think that is a lesson to anyone who wants to represent themselves through writing, is that your work can contain multitudes. It doesn't have to be about one single thing. Alors effectivement, Baldwin représente la multiplicité. Je pense que là où il était très fort, c'est qu'il avait compris qu'il n'était pas obligé d'être juste une chose ou l'autre. Il n'avait pas besoin d'être ou noir ou homosexuel. Dans son écriture, il a parlé de toutes ces choses-là parce qu'elles le représentaient. Et c'est une leçon pour tous ceux qui souhaitent se représenter dans l'écriture d'ailleurs. L'écriture ne se limite pas à une chose.
Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que quand vous lisez un auteur, à moins qu'il y ait la photo derrière, vous ne savez pas la couleur de l'auteur. Et James Baldwin est un nom très américain. Et le fait que Baldwin ait quasiment inventé ce pronom du nous au départ dans ses essais, vous fait avoir confiance, lire son essai, il vous amène quelque part avec son intelligence, et après vous vous dites « Ah, mais c'est vrai, il est noir », mais tout de suite, vous vous êtes entré dans sa psyché, dans son analyse. Et Baldwin a vite vu qu'il n'avait pas à parler que pour les Noirs, ni pour les homosexuels. Il pouvait parler aussi pour les Américains blancs. Et il a vu, en fait, quand Baldwin écrit, il ne vous assène pas des vérités comme on le fait aujourd'hui. Il vous lance dans une interrogation intime, personnelle, c'est le but de l'essai, d'aller dans sa quête, dans sa recherche, et on le suit si on a confiance. Et son intelligence a fait que, comme il essaie de soulever chaque pierre de qu'est-ce qui fait qu'on a une identité commune, une humanité commune, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des moments dans l'histoire où tout cela s'est fracturé, s'est séparé. Il veut comprendre. Il veut comprendre pourquoi son père est devenu fou. Il veut comprendre pourquoi ses 7 frères et sœurs vivent dans la misère. Mais il veut aussi comprendre son ami blanc de Greenwich, comment on peut se faire confiance et se parler sans avoir des a priori ou une sorte de frontière l'un envers l'autre. On veut se parler pleinement, ouvertement, avec souffle. Et son meilleur ami Marlon Brando, qui l'a suivi toute sa vie, est un magnifique exemple. Entre eux, il n'y avait aucune frontière. Et pourtant, l'un était blanc et l'autre était noir. Et quand Baldwin vient à Paris, il va connaître des Parisiens, il va connaître des Antillais, il va connaître des Africains, il va connaître des gens dans la misère, il va connaître des gens qui sont plus opulents, mais il ne va pas se dire « je choisis un camp ». Il va essayer de comprendre, d'accepter l'autre, comme on doit l'accepter lui. Et donc, ce que vous dites sur les frontières, essais, romans, on pourrait aller même plus loin, entretien, interview, poésie, allocution télévisée, parce que Baldwin, si vous voulez, je vous le résume en une chose, c'est le petit gosse de Harlem qui veut sauver sa famille à tout prix et qui s'en donnera les moyens, mais qui, en voyant la force de frappe qu'il a décidé d'ouvrir le monde, de lui donner de l'air pour le futur, pour ses jeunes enfants, ses neveux, ses nièces. Et à partir de là, il sait qu'il doit témoigner. Et le témoignage a une responsabilité, et Baldwin est le genre d'artiste qui ne prend pas la responsabilité d'artiste à la légère. Il ne va pas écrire pour la distraction. Il a autre chose à faire. Il a à vivre, il a à aimer, et il a eu à sacrifier énormément de choses pour pouvoir avoir une sorte de témoignage valide et valable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 30 ans après sa mort, quand on lit un livre de Baldwin, on a l'impression qu'il l'a écrit hier. Parce qu'il y a quelque chose de chargé en nous disant « Attention, ce monde-là, on peut aller dans le mur si on n'essaye pas de comprendre ce qu'il y a derrière la réalité. » Il y a plein de questions, il y a plein de gens vivants dont vous n'avez aucune idée et qui meurent tous les jours à cause de vous sans que vous sachiez qu'ils sont en train de mourir, simplement parce que vous êtes léger. Et le côté léger, Baldwin ne l'a jamais pris en compte. Quand on est un auteur, Danny le dit si bien, vous pouvez parler, crier, mais il y a aussi plusieurs gammes. Faire rire. Danny me fait hurler de rire, Baldwin me fait hurler de rire. Et faire de Baldwin toujours l'homme en colère, contestataire, c'est toujours le réduire. Baldwin est un grand vivant qui veut ouvrir le monde pour que tout le monde puisse y entrer, tout le monde puisse y participer, tout le monde puisse avoir son mot à dire. Je dirais qu'il est élégant aussi, c'est-à-dire c'est un vilain canard. Baldwin, c'est un vilain canard, il a de grands yeux globuleux, il a une tête de petit, je ne sais pas, et puis, mais il est très élégant
dans son écriture. Il accorde une grande importance à cette élégance-là, et surtout même comme essayiste d'ailleurs. Je le trouve même peut-être plus élégant comme essayiste. Et c'est un essayiste qu'on lit comme on lirait un roman, le roman d'une conscience. Il y a quelque chose d'extrêmement élégant, au point que je me demande s'il ne se glisse pas dans ses phrases pour être mieux habillé. Et il s'habille bien d'ailleurs, il a cette démarche de danseur. Et tout cela se retrouve dans sa littérature, puisque c'est quand même ça aussi, écrire, c'est avoir quelque chose qu'on n'a pas forcément dans la vie aussi. Donc on retrouve ça dans son écriture, que moi j'aime bien. On a posé la question sur Baldwin, est-ce qu'il se distingue comme essayiste, comme romancier, comme noir, comme homosexuel et autres. Je crois qu'il faut chercher la distinction plutôt dans les lecteurs de Baldwin. C'est très étrange. Il y a des textes que j'aime lire chez Baldwin et très rarement je rencontre de jeunes noirs qui l'ont lu. Parce qu'ils pensent que ça ne s'adresse pas à eux. Par exemple, ce fameux texte dont j'ai parlé au début de l'homosexualité de Gide. C'est très rare, alors que c'est un texte extrêmement pertinent, qui raconte même sa condition et autres, mais c'est comme si c'était pas... À la fin, il dit une phrase qui montre l'élégance de sa pensée, parce qu'il a dit, si je reviens à ce début, il a dit que Gide, il ne pourra jamais être un lecteur de Gide, un lecteur, disons, enflammé, parce que Gide fait quelque chose qui est inacceptable. On est dans les années 50. Gide, il tente d'expliquer pourquoi il est homosexuel, alors que les gens qui ne vous aiment pas quand vous êtes homosexuel n'ont pas besoin de vos arguments. Ils vous détestent tout simplement. Il dit, et aussi sa littérature, son écriture presque glacée, glaciale même, de convertis, comme il dit, comme il l'appelle. Et bien cette littérature-là, il se tient loin, il n'aime pas cette littérature. C'est un grand bourgeois de Paris, il l'accable, mais il dit finalement, le courage de cet homme, sa douleur, les documents qu'il a accepté de publier dans ses rapports avec sa femme, comment, quand le drame est arrivé, de la rupture avec sa femme, quand elle a su comment il a affronté ça, c'est un document extraordinaire pour comprendre l'être humain. Gide a fait face à sa tragédie. Et c'est extraordinaire, comme vous dites, comment on parle de Gide, on ne peut pas être plus opposé de la vie de Baldwin qu'André Gide. Et c'est ça, son affaire, il tente de comprendre André Gide. Il a compris que l'un des problèmes du casernement de l'intellectuel noir américain, c'est qu'il pense que son drame est si lourd qu'il ne peut pas se déplacer pour aller comprendre un autre. Et que c'est presque même une perte de temps. C'est ça qu'on vous dit, par exemple, quand vous êtes haïtien, vous avez tellement de tragédies, pourquoi vous vous intéressez? Je me souviens, quelqu'un m'avait surpris en train de lire Rimbaud. Il dit, mais vous n'avez pas de poète malheureux assez pour vous intéresser à Rimbaud. J'ai dit, mais moi j'ai été élevé différemment. Ma mère m'a toujours dit, quand vous rencontrez quelqu'un, surtout si c'est le président de la République, la première chose qu'il faut lui dire, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à M. Hollande quand je l'ai rencontré, en souvenir de ma mère, la première chose qu'il faut lui dire, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur ?» C'est cela. Moi, je lisais Rimbaud pour essayer de l'aider. Parce que le territoire d'Haïti ne l'avait pas encore pour faire le passeur. Donc, regardez dans l'œuvre d'essai de Baldwin, il essaie de dire « Moi aussi, je peux aider Gide ». Il n'y a pas de compassion. Ce n'est pas de dire « Je ne veux pas qu'on ait de la compassion pour moi ». C'est moi qui voudrais bien vous aider avec toute l'humilité possible. Je voudrais vous tendre la main. Il y a ça, cette grande fierté, la fierté qu'il est capable, lui aussi, de par son intelligence, de tendre la main à quelque chose, à quelqu'un qui se croit plus haut que lui. Liliane Kerjon. D'une manière générale, il dépasse toujours le sujet qu'il semble traiter. Si on revient, par exemple, à la chambre de Giovanni,
Dans un premier temps, les éditeurs, en particulier à Londres, qui ont rattrapé le coup, mais il a été refusé à New York justement à cause du thème apparent d'un amour entre deux garçons. Mais en réalité, on peut tout à fait dépasser cette anecdote, si l'on peut dire ainsi, parce qu'il s'agit de la fièvre amoureuse, il s'agit du désir, il s'agit de l'approche de l'autre, il s'agit des contournements, de comment on se met ensemble, qu'est-ce qu'on décide. Donc le livre dépasse complètement un thème qui était réducteur et finalement il parle à tout un chacun. Et on peut dire ça de chacun de ses livres. Il y a un thème apparent, son autobiographie, la vie à Harlem, etc. Mais au-delà de la vie à Harlem, il y a tout le rapport des classes. Il y a le propriétaire vis-à-vis de son locataire, il y a les services sociaux par rapport à la famille, il y a l'école, qu'est-ce qu'elle peut apporter, il y a les juifs à Harlem à côté des noirs, il y a la police qui en fait trop, qui en fait des tonnes, que quand c'est la police noire parce qu'elle veut être irréprochable, donc elle tape sur le noir encore plus que la police blanche. Donc à chaque propos de Baldwin, ça ouvre toutes sortes de perspectives qui ne sont pas du tout limitées à ce qui paraît être le thème du jour. Alors, on a beaucoup parlé de sa colère et dans son rapport avec son pays, ce qu'on retrouve dans ses livres, c'est qu'il aime ce pays qu'il ne peut pas aimer. Et cette torsion, elle semble être essentielle pour comprendre ce qu'il fait et ensuite, donc ce qu'il écrit et ensuite ce qu'il va faire quand il va retourner aux États-Unis pour accompagner le mouvement des droits civiques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est aussi apparu clairement et qui vous semble rare, Samuel Legitimus? Le rapport de Baldwin avec son pays. Baldwin, déjà, se sent très américain. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est déclaré américain, c'est important. Et il n'y a pas de désamour de son pays, il a l'impression simplement que c'est un pays qu'il aime, mais hélas, qu'il ne peut pas respecter. Au vu de tout ce que ce pays se dissimule à lui-même depuis ses origines, lui qui a dû justement sonder ce pays pour se comprendre ou pour comprendre l'autre, sent bien que les États-Unis se dissimulent le fait qu'ils sont nés sur 2 génocides quand même, et que c'est important, et que si on dissimule ça, on ne peut pas aller bien loin, parce que l'important c'est de se dire oui, j'ai fait ça, mais je vais aller plus loin. À partir du moment où on s'invente des illusions, des fables, comme le bon cow-boy, le mauvais indien, le noir qui est gentil et qui va danser et être heureux d'être en esclavage parce que, oulala, c'est super, alors qu'aucun noir n'a été heureux d'être en esclavage, quel dialogue vous pouvez avoir? Alors, de chez nous, et c'est important vraiment ces 9 ans passés chez nous, il a compris que les États-Unis n'étaient pas son ennemi. Son ennemi, c'est cette dimension historique qui fait ce nœud dans lequel ils sont et que quelqu'un doit se charger de démêler. Mais pour démêler ce nœud, il faut déjà que les Noirs américains, comme tu disais, Dani, sont moins portés, ont moins de témoins que les homosexuels. Mais les Noirs américains, avant Baldwin, il n'y avait pas, pour ainsi dire, d'écrivains américains. Il y avait Richard Wright, il y avait certains qui avaient fait des expériences dans la Harlem Renaissance, mais la tradition littéraire noire était toute neuve. Et Baldwin, son défi, c'est de donner à cette tradition noire toute la sensibilité qu'il faut pour en faire une grande littérature. Et cette littérature est proprement américaine. Et en renvoyant par la balle, depuis Paris, un Américain vous parle, est extraordinaire. Parce qu'énormément de jeunes ont témoigné par la suite que le premier recueil d'essais, Notes of a Native Son, Chronique d'un pays natal, a été un choc pour eux quand ils avaient 13 ou 14 ans. Ils avaient un noir américain qui habitait ailleurs, qui était assez jeune, il devait avoir 27 ans quand il a écrit ça, qui était capable de leur parler de Shakespeare, de Gide, comme tu dis, de la cathédrale de Chartres, mais aussi de ce que c'est que d'être un Américain, mais en employant, comme je vous dis, ce « nous », où on ne sait pas si c'est un blanc qui parle d'eux, les Noirs, ou si c'est un Noir. C'est incroyable de se balader dans plusieurs identités, dans plusieurs pays, en un seul volume. Je vous conseille à tous de vous procurer Notes of a Native Son, Chronique d'un pays natal.
Gallimard l'a ressorti, c'est un des chefs-d'œuvre de Baldwin. C'est son premier recueil d'essais, c'est celui qui l'a installé vraiment sur le niveau des grandes intelligences de ce siècle. Et ben voilà, il est américain, il le revendique, il a toujours pensé que les États-Unis étaient une chance pour le monde si les États-Unis comprenaient qu'ils étaient un pays métis dès la base et que ce rapport entre noir et blanc, s'il est bien compris, bien digéré, bien accepté, c'est unique dans l'histoire du monde. Aucun noir et aucun blanc n'a vécu aussi à proximité. Le monde regarde les États-Unis pour voir ce laboratoire, qu'est-ce qu'il en est. Et on voit bien qu'en 2018, ça freine encore. Mais Baldwin, à son époque, il y croyait encore. Rappelons-nous qu'on était après-guerre et que c'est les jeunes Américains en colère, c'est Styron, c'est Mailer, c'est tous ces gens-là qui se disent il y a eu une génération perdue avant nous, Hemingway, Fitzgerald et les autres. Nous, on va reprendre le bâton de pèlerin et on va faire une littérature forte pour expliquer des choses. Et donc, ils y croyaient. On sortait d'un drame mondial. Et il fallait qu'on y croie à l'être humain et qu'on croie dans le futur. Et on a des petits jeunes, c'est unique pour moi, des petits jeunes qui décident d'y croire et d'essayer de se parler. Pour la première fois de l'histoire des États-Unis, des jeunes Américains se parlent, se fréquentent, essayent de se comprendre. Et bien, toute cette littérature-là, pour moi, est un pic de l'histoire américaine. Il y a dans ce que vous dites le fameux texte sur l'amitié entre Baldwin et Norman Mailer. Extraordinaire ce texte-là, deux écrivains jeunes qui se battent pour la couronne du meilleur écrivain américain, qui vont s'aimer, se détester, se rencontrer souvent, avoir un rapport vraiment intime, mais qui vont se défier à chaque fois. Et un Norman Mailer qui, peu à peu, va abandonner cette responsabilité très haute que eux deux ont. Qu'est-ce qu'un écrivain? C'est une responsabilité, c'est essayer de dire la vérité le plus possible, d'essayer d'ouvrir la conscience de son monde. Et Norman Mailer, qui lui, il commence à avoir quelques ambitions politiques pour être maire, etc. Et Baldwin, dans cette lettre, mais d'amour, hein, il le dit au début, cet essai est une lettre d'amour. Il lui dit, hey, mon pote, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour se battre pour la mairie de New York. Là, tu es en train de te dévoyer, tu ne peux pas retourner, et c'est génial, parce que Mailer le comprend. Et donc, c'est un dialogue unique. Excuse-moi, ce qui est génial, c'est que c'est le jeune garçon de Harlem et qui dit à l'autre il faut avoir confiance dans la littérature. C'est incroyable. Et c'est ça qui a impressionné, d'ailleurs, les États-Unis. Les gens se sont levés un matin et puis ils ont découvert cet écrivain éblouissant. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. On peut croire qu'il soit musicien, footballeur, romancier et même poète, mais intellectuel. Alors là, c'est autre chose. C'est Harvard. Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme qui est sorti de Harlem, qui vient nous expliquer que nous n'en sortirons pas de cette impasse et si nous ne nous mettons pas ensemble et que tout ce qu'on nous a promis, c'est une apocalypse, c'est un crépuscule sanglant. Et qu'est-ce que c'est que ce jeune homme qui vient dire qu'il est possible d'avoir un matin radieux qui va rencontrer Martin Luther King, mais qui lui-même l'avait déjà clairement dit. Et alors que tout ce qu'on peut, on a dit le mot tout à l'heure, colère, tout ce qu'on croit qu'il devrait être chargé de colère, chargé comme un fusil à double canon, parce qu'il a toute cette biographie ne dit que cela. Et là, c'est lui qui dit, écoutez, c'est lui qui va voir, comment ça s'appelle, on n'a pas encore parlé de la prochaine fois le feu, Next Time Fire, Farrakhan. Elijah Muhammad. Elijah, c'est lui qui dit mais moi j'aime bien ses amis, mais les démons, ceux que vous appelez des démons, c'est lui qui dit, qui attaque frontalement Faulkner là-dessus, et qui est complètement au courant de ce qui se passe dans cette Amérique. Faulkner a bien dit qu'il est prêt, il faut quand même donner aux Blancs un peu de temps pour qu'ils puissent se reconstituer. On ne peut pas leur enlever leur esclave comme ça, rapidement.
Ben oui, les gens vont être un peu désarçonnés. Et lui qui dit mais non, il faut, si nous n'allons pas plus vite, nous n'allons pas dépasser l'obstacle. Phrase que Sagan a bien dit, dépasser l'obstacle par la vitesse. Et il dit, il n'y a jamais de temps pour notre salut, le temps est toujours maintenant. Il ne faut jamais repousser notre salut. Même si on ne l'atteint pas tout de suite, on doit commencer maintenant. Et en même temps, il se reprend pour faire quand même un hommage à Faulkner, qu'il tient pour un immense écrivain. C'est cette façon de balancer, et qui rappelle d'ailleurs la technique de Mohamed Ali quand il combat. C'est cette façon. Oui, c'est vrai, il est comme ça. Mais ils sont comme ça. Tu as bien fait de dire une génération de jeunes gens. Il se bat comme ça, comme un papillon, parce qu'il est tout seul sur le Vésuve. C'est un papillon. Il est tout seul, il est là à l'avant-garde. À un moment donné, vous y allez tellement loin que vous vous retournez, il n'y a personne derrière. Le gros de l'armée est complètement en arrière. Et voilà. Il est tout à fait clairvoyant aussi lorsqu'il est ami de Richard Wright, parce que Richard Wright lui a donné un coup de main au départ, l'a recommandé, lui a fait avoir une bourse, etc. Mais quelques années plus tard, quand il fait une analyse de la littérature noire de protestation, eh bien, Richard Wright le prend très mal en se disant, finalement, il est en train de me désavouer, ce jeune homme, qui est-il, etc. Mais en fin de vie, finalement, qui lui rend hommage? Eh bien, c'est Toni Morrison, justement pour la qualité de sa langue, pour cette clairvoyance, pour son élégance. Donc, il ne s'agissait pas de reproduire les modèles anciens, que ce soit Langston Hughes ou bien Richard Wright, par exemple. Mais il l'a fait quand même. Au départ, oui. Richard Wright avait raison. Oui. Il avait dit qu'on ne peut pas écrire Baldwin une littérature de contestation, de protestation. Finalement, il l'a fait. Finalement, Richard Wright lui a dit non, on ne peut pas éviter cela. Et à la fin, Baldwin a vu qu'on ne peut pas éviter cela. Quand la justice est face à vous, on ne peut pas l'éviter. C'est intéressant quand on lit l'article de Baldwin, je crois que c'est 8 tomes, quand on lit l'article de Baldwin à la mort de Richard Wright, et comme c'est lui le narrateur, on est d'accord avec lui, mais il y a quelque chose dans l'oreille qui nous dit, mais finalement, Richard Wright avait raison. On ne peut pas éviter une telle situation. Mais l'histoire, c'est que Richard Wright, homme du Sud, beaucoup plus vieux que Baldwin, n'acceptait pas grand-chose de chez Baldwin à part le talent. Il n'acceptait pas l'homosexualité de Baldwin. Il pensait qu'il était en danger par rapport à tout noir qui montrait le bout de son nez. Comme Chester Himes a dit, de toute manière, quand vous êtes un écrivain noir aux États-Unis, il n'y a qu'une place. Donc, quiconque arrive est là pour vous voler la couronne. Et c'est vrai que Richard Wright était très parano sur ce coup-là. Mais il avait raison sur la protestation. Mais Baldwin, en jeune homme d'après-guerre, qui décide qu'il faut trouver un terrain commun et pas une sorte toujours d'opposition noir-blanc, avait raison de se positionner en tant que « je dois me libérer de cette vieille littérature, la case d'Oncle Tom ou Notes of Native Son », dans la mesure où on nous montre toujours des personnages en papier mâché, des personnages comme ça, le bon, le méchant, le bon Oncle Tom. Et une chose que Baldwin a dit et que j'adore, c'est que Oncle Tom est un homme admirable, bon, gentil, doux, parce qu'il y a le mot oncle. Enlever oncle, ça devient Tom. Et Tom est dangereux. Il a un sexe. Quand on est oncle Tom, on n'en a pas. Et c'est cette sexualité ajoutée à la race, mélangée dans cette psyché américaine qui est importante chez Baldwin. Il a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de sexuel et de religieux là-dedans. Et ça, on en reparlera, mais insuffler le fait qu'il y a une sorte de frustration ou de complexe sur la sexualité américaine est une des clés de son œuvre. Il y a aussi son ironie vis-à-vis du combat politique, parce que finalement, lorsqu'il provoque un déjeuner avec Robert Kennedy, qui à l'époque
et l'équivalent du ministre de la Justice pour faire avancer leur cause et le combat juridique. Il y a des arrêts de la Cour suprême qui sont intéressants à cet égard-là. Eh bien, le repas se passe relativement bien, mais Bobby Kennedy, qui est un fin politique, dit oui, puis de toute façon, j'en fais mon affaire, dans 40 ans, il y aura un président noir. Et finalement, au lieu de faire plaisir à Baldwin, il dit, mais qu'est-ce qu'il imagine? Qu'on va se tenir tranquille pendant 40 ans et qu'enfin, on aura quelque chose au bout de 40 ans, mais ça fait 2 siècles qu'on est là et qu'on attend. Donc, restons calmes, mais tout de même, on ne va pas prendre ça pour de l'argent comptant. Je donne la parole à Yagiasi sur le rapport de James Baldwin avec son pays. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, ce mélange de colère et en même temps d'amour? I think it is because he loved America so deeply that he knew that he had to hold it to account. You know, it's because he loved America so much that he couldn't let it off the hook. And so when you read him, particularly his nonfiction, I think he's interrogating America. He's asking questions of it. He's asking it to be the country that it says it can be, or it says that it wanted to be. All of the promises that were made after the Civil War that turned out to be empty promises, he wants to talk about those things. And people have mentioned the clairvoyance of Baldwin, and I think that's the word that always comes to mind when I'm reading him, is that he was prescient. It was almost as though he could see into the future. Everything that you read that Baldwin wrote, you feel as though he could have written it today. And I think in order to write like that, in order to write with that amount of urgency and with that amount of relevancy, you have to truly see your country. You have to see it in a way that it's not willing to see itself. Je pense en fait que c'est parce que Baldwin aimait son pays qu'il était obligé de lui demander des comptes. C'est parce qu'il aimait ce pays autant qu'il ne pouvait pas l'épargner. Et c'est pourquoi, dans ses essais, il pose des questions à ce pays, il exige des réponses, il demande à ce que ce pays soit ce qu'il aurait pu être. C'est pour ça qu'il demande à ce que ce pays remplisse les promesses qui avaient été faites après la guerre de sécession et qui étaient des promesses qui n'ont jamais été tenues finalement. Et plusieurs personnes ici ont dit que Baldwin était clairvoyant. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ce qu'il a écrit, on a vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui était prescient, qui pouvait voir dans l'avenir. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit, ce qu'il a écrit à l'époque, il aurait pu l'écrire hier, c'est encore tout à fait pertinent. Et donc, pour pouvoir écrire avec cette urgence, avec cette pertinence, il faut vraiment être en mesure de voir son pays d'une manière plus lucide que ce pays se voit lui-même. Alors, vous avez tous parlé de la manière dont James Baldwin était considéré par ses contemporains aux États-Unis, et le fait aussi qu'il refusait un peu de coller à une étiquette, donc d'endosser que la position du défenseur des Noirs américains ou que la position des défenseurs des homosexuels, et il a été assez critiqué pour ça. Je voudrais parler avec vous de pourquoi finalement Baldwin n'avait pas que des amis, en fait il avait aussi beaucoup d'ennemis, et comment il a tenu cette position, on va dire, qui échappe à tous les... Enfin, de refuser de se mettre dans un seul combat. Et qu'est-ce que ça lui a apporté? Avec vous d'abord. Baldwin est chanceux d'être un noir américain dans les années 60. Il peut parler légèrement plus libre que les autres qui sont plus prudents. Mais il a utilisé cette chance de manière extraordinaire parce qu'il s'est mis au travail. Je ne pense pas que Baldwin était en colère quand il écrivait. Je crois que, comme tout écrivain, il avait à faire face au drame de trouver la place exacte de l'adjectif dans la phrase. C'est ça, être écrivain. On ne peut pas mettre sa colère dans un texte sur la page. Il faut la penser, il faut la corriger, il faut la rêver, alors que la colère paraît quelque chose d'extrêmement spontané. Baldwin a joué avec ça aussi, c'est-à-dire que c'est un art, je l'ai dit tout à l'heure, il est parti avec ce qu'on a, c'est comme ça qu'on finit par bien utiliser son art. Il faut partir avec les qualités qu'on a comme écrivain, mettons, son élégance naturelle, son goût
et pour bien dire, et sa façon aussi d'être percutant, son truc de convaincre. Donc il y a plein de choses à la base qu'il a poussé à l'extrême afin de devenir cet écrivain. Quant à ceux qui le détestaient ou ceux qui l'aimaient, ça fait partie de la situation de n'importe quel écrivain qui se trouve sur une zone fine, qui marche sur un fil. Et c'est une situation extrêmement intéressante pour un écrivain. Il y en a qui paieraient pour l'être. Bon, seulement, il y a des soirs où c'est plus sombre. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on aurait aimé convaincre et qu'on n'a pas convaincus. Ce n'est pas uniquement les gens que nous détestons qui nous détestent. Et le plus dur, c'est quand nous aimons des gens qui nous détestent. Et là, il y a des moments extrêmement difficiles aussi, et puis ce n'est pas un saint aussi. Et il a dû faire quelques petites vilainies aussi. Moi, j'ai pas tout le temps été d'accord avec lui sur l'affaire Faulkner, et il y a un point où il dit que j'étais pas d'accord, et je crois que c'est tout à fait normal. Baldwin dit que l'homme noir est bon pour la psychologie du blanc, et que le blanc saura toujours qu'il peut mettre le pied sur la terre et que cet humus-là, c'est l'homme noir. Donc, il ne pourra jamais descendre plus bas et dans l'échelle sociale. Mais en fait, pour moi, je ne crois pas qu'on monte une échelle en regardant la barre en dessous. Je crois que quand on monte une échelle, on met la main en haut, on monte et on ne fait que regarder la prochaine barre. Je crois que sur cette question de croire que le blanc est obsédé par le noir, et Baldwin s'est un peu trompé des fois dans son tir. Et le blanc est obsédé par sa situation d'être blanc et sa puissance et son pouvoir. Le blanc, entre guillemets, hein, c'est pas tout le monde, la fonction d'être blanc. Donc ça a dû froisser beaucoup de gens et certaines théories de Baldwin. Mais je crois qu'il le faisait aussi avec beaucoup de bon enfant. Il en jetait des fois. Hein. Ce n'est pas tout le temps que ses arguments étaient totalement convaincants, ni que lui-même les prenait tout le temps au sérieux. Mais quand il s'agit de dire sa condition d'être, quand il s'agit de penser aux jeunes, dans de nombreux textes, je crois Sonny's Blues, il n'a jamais menti, il n'a jamais joué, il n'a jamais laissé aller les choses, il a toujours été très conscient de ce qu'il était. Mais pour le reste, ce n'est pas tout le temps qu'il était. Et puis je pense en plus que Baldwin avait une telle base d'amis un peu partout, hein, en Turquie, en Suisse, en France, aux États-Unis et ailleurs, que cela comptait pour lui. Sa famille comptait pour lui et que, comme tu le dis, Dany, ça va avec le territoire, comme on dit aux États-Unis, ça va avec le jeu. Si on s'engage, si on est engagé et qu'on a un avis, on aura forcément des détracteurs, des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Mais là où il a eu quasiment vers la fin de sa carrière littéraire, enfin la chute de Baldwin, a été juste après, bizarrement, le livre qui lui a apporté la plus grande gloire. C'est The Fire Next Time. The Fire Next Time a été vraiment traduit dans plusieurs langues. On a fait une superstar internationale. Mais déjà, dans le livre, si on remarque bien, il attaque la position du libéral blanc, qui est supposé être son allié. Et le libéral blanc l'a très mal pris, que Baldwin lui dise « Attends, on t'aide, on fait des tas de choses, et tu nous critiques. » Mais Baldwin précisait qu'il ne comprenait pas comment le libéral blanc, il se contentait de signer des chèques, de les donner, et de ne pas s'engager pour la transformation. Et il disait, moi j'attends de vous que vous preniez parti, que vous preniez la parole, et la plupart du temps, vous restiez dans votre quant à soi, et à la limite, vous me tendiez la main pour m'élever vers vous, et ce n'est pas ce que je demande. Je vous demande une position comme pour Robert Kennedy. Je vous demande une position nette. Je demande la position nette du président des États-Unis par rapport à ces petits-enfants qui rejoignent les écoles déségréguées et sur lesquels on crache. J'aimerais bien que le président, en acte moral, accompagne un de ses enfants. C'est clair, c'est précis. Et que Robert Kennedy lui dit « Bah non, mais ça, c'est pas important, c'est une petite position morale »,
Il dit, mais c'est ce qu'on vous demande justement, une position morale. Parce que qui s'attaquerait au président, s'attaquerait aux États-Unis. C'est ça. Et donc, il a fait effectivement, à partir de là, une désaffection de beaucoup d'alliés. Et dans le monde de l'édition, il a eu quand même beaucoup de barrages. En plus, Baldwin, ce n'est pas le genre d'individu qui se dit « je vais faire un plan de carrière, je vais vous faire un livre ». Il fait toujours le livre qu'on n'attend pas. Et avec un courage énorme. Quand il fait Un autre pays, qui a été un best-seller, qui continue à être un best-seller, ce livre-là a marché partout aux États-Unis, sauf à New York, où on lui a critiqué la position qu'il avait dans ce livre par rapport aux libéraux blancs. Parce qu'il y a pas mal de personnages dans ce livre qui sont critiqués. Eh bien, rien qu'à New York, pendant cette année-là de 62, je pense, il a été vertement critiqué, où on disait « ça y est, là, Baldwin nous lâche, Baldwin est devenu un extrémiste ». Et non, il n'est pas devenu un extrémiste, simplement, il marchait sur un fil très très ténu, comme tu dis, dans lequel on ne peut pas tomber. Samuel, j'aimerais que tu nous parles une seconde de ce drame qui est la mauvaise traduction des livres de Baldwin, qui parfois éloigne un petit peu le lecteur. Enfin, oui. Avec beaucoup de délicatesse. Oui. Non, de délicatesse. Oui. Je ne serai pas virulent. Vous imaginez, 25 ans de Baldwin me rendent des fois un peu virulent, mais c'est avec de l'amour. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'au vu de mon parcours avec James Baldwin, les livres en français que j'ai trouvés, qui étaient traduits pour la plupart dans les années 60, Baldwin, en fait, il y avait des livres qu'on ne trouvait pas en français, qu'il a fallu que je lise en anglais avec un dictionnaire. Et au fur et à mesure, Baldwin m'a appris à parler anglais, à lire l'anglais. Et au fur et à mesure que j'avançais dans le temps, j'ai vu que les traductions de Baldwin méritaient quasiment d'être refaites. Et qu'il y avait quasiment... Baldwin, si vous voulez, il écrivait comme il parlait. Il parlait extrêmement bien, donc il écrivait extrêmement bien. Mais il y a ce rythme. Baldwin a travaillé toute sa vie. Beaucoup de gens en parlent comme d'un des plus grands stylistes de la langue anglaise. C'est le Duke Ellington de la littérature. Et bien, quand vous lisez Baldwin en français, vous avez l'impression d'un universitaire qui vous parle. Quand vous lisez Baldwin en anglais, vous pouvez le passer à un petit jeune de 14 ans. C'est rythmé, c'est jazzy, c'est élégant, mais on peut le suivre. Quand vous lisez Baldwin en français, je vous demande de faire l'expérience. La prochaine fois, Le Feu, j'ai essayé plusieurs fois de le donner à des jeunes de 13 à 14 ans, ça leur tombe des mains. Alors voilà pourquoi ça leur tombe des mains. La voiture vient de s'arrêter, le taxi vient de s'arrêter, l'homme descendit, il portait un chapeau. Alors ça devrait être, il portait un chapeau, il est allé saluer un ami, puis prendre un verre au bar. Ça devient, le taxi vient de s'arrêter, l'homme descendit, il portait un chapeau. France Culture à minuit. Comment un jeune peut il déguerpit. C'est-à-dire, ils traduisent dans ça. Moi, des fois, j'entends lire mon texte et puis je me demande comment un type peut écrire ça. L'homme descendit de la voiture. On n'écrit pas comme ça. Donc, il faut reprendre le rythme dans la traduction et dans la lecture aussi. Éviter de gonfler la voix et de faire y aller avec cette chaleur, cette impertinence. Et n'oublions pas quand même, je sais que tu es fou et moi je suis derrière toi sur Baldwin, mais quand même, et cette mauvaise foi magnifique. Parce que c'est ça, quand l'intelligence, à un moment donné, quand elle voit qu'elle n'arrive pas à convaincre, et puis on sent ça tremble, et puis il ramasse ça. Il y a quelque chose de mauvaise foi qui le rend sympathique aux jeunes gens. Les jeunes gens qui tout le temps font face à des obstacles, à des puissances qui leur disent non, ils ne pourront pas survivre sans la mauvaise foi. Et cette mauvaise foi le rend sympathique. Mais comme tu me disais en coulisses, Baldwin, ou un auteur, il est intéressant aussi par ses failles. S'il n'y a pas de failles, on n'a pas de voix. Et si on n'a pas de voix, on n'a aucune raison de faire confiance à un anonyme qui vous assène des vérités. Et Baldwin était un homme qui fumait à la chaîne, qui buvait beaucoup,
Et des fois, j'imagine que son frère, qui était très proche de lui, a dû lui dire non, tu enlèves ça, etc. C'est la vie. Mais ce qui est génial, c'est que quand vous ouvrez un Baldwin, vous voyez Baldwin. Donc vous avez... Et ça, je veux te rendre hommage parce qu'au début de ma passion Baldwin, j'avais besoin d'alliés. Et bizarrement, je suis tombé sur Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer. Oui. Et je fais, waouh, c'est Baldwinien en diable, c'est rythmé, c'est... Et ensuite, tout de suite après... Cette grenade dans la main d'un jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? Et dans les deux, Dany Laferrière fait un hommage à Baldwin. Pas long, sur quelques lignes. Mais je voyais un homme qui marchait comme moi, où il disait « Quand j'ai besoin d'une pensée honnête, j'ouvre un livre de Baldwin. » Eh bien, c'est ça, quoi. Ça veut dire que quand on a besoin ici, dans cette salle, on n'a jamais surpris Baldwin de mensonges. De mauvaise foi, oui. Mais de mensonges, jamais. Non, non, mais c'est vrai, c'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. Non, ce qu'il y a, c'est que Baldwin, vous avez tout Baldwin. Ça, c'est très Baldwin, oui. Non, mais c'est vrai, c'est Quand vrai. vous avez Baldwin, vous avez tout Baldwin. Il dit, quand on lui a dit, oui, mais là, vous êtes trompé sur votre argument, ou là, votre roman sur un autre pays, il est un peu plus faiblard, parce que là, il a dit, excusez-moi, je suis un trop grand professionnel pour me tromper. Et si je l'ai mis et que vous ne comprenez pas, c'est votre affaire. Non, mais c'est vrai. Et un autre pays, ce qui est drôle, c'est qu'un autre pays, c'est un des bouquins de Baldwin qui a fait le plus de divisions, mais qui reste encore l'un des livres les préférés des Américains. Il est sur la liste des 100 meilleurs bouquins préférés des Américains. Sybil Street mettait compté son livre de 70, était considéré comme un très mauvais roman. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il est devenu un classique, que Barry Jenkins, qui a fait Moonlight le mois prochain, en sort une adaptation. Donc voilà, Baldwin, des fois, il dit des choses qui ne sont pas bonnes pour l'époque, mais il a assez de foi pour penser qu'un jour, on rencontrera ses livres. Et cette rencontre, c'est important. Alors, c'est intéressant aussi de voir la résurgence de Baldwin à travers les séries télévisées et les films. Alors c'est vrai aussi de l'époque, enfin je veux dire le livre de Colson Whitehead par exemple qui est au festival, qui immédiatement les droits ont été achetés pour en faire une série. Tout ça remet au premier plan toute cette saga du noir. Par exemple, Baldwin, dans l'appartement exigu de Harlem, il y avait la mère de son père adoptif, si je puis dire dans ce sens-là, et c'était une esclave. Et elle est morte là, donc dans la famille, dans un appartement exigu. Donc tout se passait là, c'était quand même sa vie quotidienne. Hein. Et donc, grâce à des reprises, grâce à des films, grâce à des séries, tout ce monde-là est en train de revenir au premier plan et c'est formidable. Et juste le fait que Go Tell It on the Mountain, lu par un noir, est différent que Go Tell It on the Mountain, lu par un blanc, est important à comprendre, à accepter et peut-être à discuter. Parce que quand vous lisez Go Tell It on the Mountain, quand vous êtes blanc, vous voyez, et ça c'était les critiques de l'époque, ça a la voix profonde d'un blues ou d'un gospel, c'est beau, on dirait le film Alléluia de King Vidor, etc. Non, non, mais c'est vrai, c'était les critiques, même françaises, que vous aviez sur ce livre. Mais quand vous regardez l'ambition de ce livre, finalement, c'est quoi? C'est à partir du jeune héros John Grimes, écrit par un auteur dont c'est l'autobiographie, donc il a 33 ans quand il écrit ça, ou 30 ans. Il écrit un jeune enfant de 14 ans qui, pour comprendre un père qu'il déteste, va être obligé de rentrer dans la psyché de ce père, de sa mère, de sa tante. Et donc, dans le même livre, vous avez le temps présent du jeune enfant de 14 ans, mais vous avez aussi le passé qui remonte jusqu'à l'esclavage. Donc, dans un même livre, vous avez toute la geste de l'histoire du noir américain aux États-Unis. Et on ne croirait pas, on croirait un petit roman tout sympathique, mais la place, effectivement, de la grand-mère esclave
et dans ce bouquin. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on commence à conclure. Alors, je voulais un dernier tour de table. Donc, c'est un sujet inépuisable, bien entendu, hein. Mais je me demandais, comme on a beaucoup parlé du fait que sa voix résonnait aujourd'hui, si aujourd'hui, en l'absence de Baldwin, quelqu'un avait l'air de pouvoir le remplacer. Alors, je pense à ça aussi parce que Toni Morrison a dit, quand le livre de Ta-Nehisi Coates est sorti, qu'il venait combler un vide laissé par James Baldwin. Mais est-ce bien raisonnable de penser que quelqu'un peut remplacer James Baldwin, ou en tout cas prendre sa suite? Ces idées-là ne sont pas très intéressantes en réalité. C'est des choses qu'on met sur les minorités. En réalité, c'est divers, les gens écrivent, et souvent on croit qu'il s'agit d'un seul individu pour une époque, et puis après, bien plus tard, quand on lit l'époque, et puis on voit que c'était choral, qu'il y avait beaucoup d'écrivains avec des voix différentes, et plus basses, plus hautes, et qui finalement faisaient une sorte j'allais dire, une tapisserie de cette époque. C'est-à-dire, cette idée courante de dire qui va remplacer un tel n'est pas de la littérature, n'est pas dans l'art en réalité, parce que nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne pouvons pas mettre une sorte de podium dans l'art. Bon, Baldwin a dit cela, mais en fait, un bon écrivain, je me souviens de Borges, un de ses amis lui avait envoyé un conte magnifique, et Borges lui avait dit « Ce conte est si beau qu'il mériterait d'être anonyme ». Donc, il n'y a pas d'étage, il n'y a pas... Et quand on parle, une littérature est, disons, pas généreuse. Une littérature existe quand précisément on ne se pose pas de question qui va remplacer qui. Parce que dans cette histoire, finalement, c'est le lecteur. Tout va... C'est le lecteur qui va tout lire. Chacun va lire à peu près va écrire à peu près ce qu'il a à écrire, et le lecteur va lire cela, et qu'est-ce qu'il va lire? À un moment donné, il aura la sensation d'une musique particulière, d'une époque particulière, d'une génération particulière, et peut-être un peu plus que ça. Un peu plus que ça. C'est une orchestration avec plusieurs instruments, mais il n'y a pas de qui va remplacer qui, d'après moi, en art. Yagiasi? Yeah, I think last year there was a book that came out edited by Jesmyn Ward called The Fire This Time. And it was a compilation of different Black writers writing essays that spoke to the particular moment in America. And it felt to me like a good illustration of this idea of the chorus. You know, I don't think any one person is going to be able to replace Baldwin, and I don't know if that question is the right question to ask. But I think that so many writers today in that collection, The Fire This Time, there was Kima Jones, there was Jesmyn Ward herself, there was Garnett Cadogan, there were so many writers who were trying to talk to this question, and this chorus of voices attempting to, pick up the mantle that Baldwin had left for them, I think is the most beautiful legacy that he's left. Not the attempt to replace him, but the attempt to continue to talk about the things that interested him and affected him. L'année dernière, il y a un livre qui est paru, publié par Jesmyn Ward, et qui s'appelle The Fire This Time, donc en référence à The Fire Next Time. Et c'est une série d'essais écrits par des Noirs américains qui racontent différentes époques des États-Unis. Et donc, effectivement, ça fait vraiment penser à cette idée d'une chorale, donc de plusieurs voix. Je ne pense pas qu'on pourra remplacer Baldwin. Je ne suis pas d'ailleurs sûre que ce soit la bonne question. Mais cette collection d'essais était particulièrement intéressante pour moi parce que tous ces auteurs ont essayé de reprendre le flambeau de Baldwin. Donc on a cet ensemble de voix qui prennent la suite. Et je pense que c'est le plus bel héritage possible. Donc il ne s'agit pas de remplacer Baldwin, mais de continuer ce qu'il a commencé. Il y a tellement de feux dans la demeure monde, et Baldwin a tellement voulu éteindre différents feux à la fois
qu'on ne peut pas en faire juste un auteur avec quel est le prochain auteur aussi puissant, etc. Baldwin est avant tout une voix, un témoin. Comme dit Amiri Baraka, aussi vieille que le premier ancêtre. Il faut l'entendre, cette voix. On s'en fiche de l'héritier. L'héritier de Baldwin sera vous, moi, surtout dans la jeunesse, celui qui sera capable d'avoir une voix juste, honnête, courageuse, pour essayer de faire avancer dans le mieux ce monde. Et il ne sera pas forcément issu de la littérature. Moi, j'aime la littérature, je suis ici, mais je ne suis pas dans la tradition littéraire. Et Baldwin, qui adorait Henry James, Shakespeare, etc., autant que certains auteurs noirs, adorait le théâtre, adorait la musique. Il faudrait parler de Nina Simone, de Bessie Smith, de Stevie Wonder, de Ray Charles, pour savoir dans quel courant et dans quelle source il s'est approvisionné. Alors il faudrait se dire que l'héritier devrait s'approvisionner à des sources multiples. Il devrait, sans être homosexuel, pouvoir les défendre comme s'il l'était. Il faudrait, sans être noir, pouvoir les défendre comme s'il l'était. Il faudrait, sans être américain, pouvoir être intéressé à ce projet, si bien qu'on peut en parler et décider légitimement d'en parler, mais aussi de chez soi, mais aussi de soi-même. C'est vaste. C'est un Haïtien, c'est un Haïtien. Ça va être un Haïtien. C'est un Haïtien. Ça va être un Haïtien. Liliane Kerjean. L'intérêt, c'est qu'au fond, on relise Baldwin et que chacun, d'une manière ou d'une autre, soit transfiguré par Baldwin et fasse sien aussi son credo. D'une part, je ne suis pas un nègre, et si vous pensez, si vous me voyez comme un nègre, c'est vous qui avez un problème parce que vous avez besoin d'un nègre dans votre tête. Et d'autre part, il dit aussi, eh bien, je veux être un homme honnête et je veux être un bon écrivain. Donc, c'est déjà une ambition extraordinaire. Voilà, je vous remercie. Merci à tous.